Bonjour, donc je suis Monsieur Abikanal, le directeur de l'EHPAD des Missions africaines à Saint-Pierre. Donc c'est un EHPAD qui s'est situé donc à Saint-Pierre, près de Bar, qui appartient à la congrégation des missions africaines. Nous comptons 48 résidents. Nous avons également une résidence senior, enfin logement pour personnes âgées. Nous sommes également partenaires de la Fondation du Diaconat du Mulhouse. Nous sommes également membres fondateurs du réseau Alsace Senior, partenaires aussi de la Fondation, la Fédération de Charité Caritas et membres de l'Alliance Saint-Thomas Senior, donc FAB 51, et nous sommes habités à l'aide sociale de l'ensemble de 100% de nos lits. Pour mon témoignage aujourd'hui, je vais vous présenter l'impact du Covid qui a eu lieu sur notre établissement. Ensuite, comment nous avons pu faire face à cette crise ou à cette épidémie. Quelles sont les actions qu'on a pu mener et puis comment on s'en est sorti et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Je vais être plus ou moins complémentaire par rapport à mon collègue parce qu'il y a pas mal de choses qu'on a fait tous pareil. Je tiens juste à préciser que notre établissement n'a pas été touché par le Covid, donc nous avons pu épargner l'ensemble de nos résidents, donc nous ne déplorons aucun décès, aucune contamination. Une autre précision aussi, c'est que notre établissement a engagé des travaux de restructuration et réorganisation de l'ensemble de son bâtiment, donc le bâtiment qui date de 1815 et 1920, des travaux qui ont démarré il y a à peu près 1 an. Et donc la période Covid tombe pile poil au moment où ça nous arrange le moins. C'est-à-dire là où il y a les grosses œuvres, où on allait démolir la partie centrale, le bâtiment est divisé en deux, etc. etc. Donc l'impact du Covid, bon, vous le savez tous, c'est arrivé d'un coup, donc c'est une surcharge très importante, inattendue, qui est arrivée vraiment d'un seul coup. Donc une charge physique et mentale qui était importante, qui nous est tombée dessus. Chez nous, les discussions autour du Covid ont commencé assez tôt. Parce qu'on entendait quand même parler beaucoup dans les médias sur le Covid en Chine, le confinement de 60 millions d'habitants, etc., etc. Et puis c'est vrai que nous, au sein de notre EHPAD, on a commencé un petit peu à parler comme ça, de manière inofficielle, pendant la période de pause, etc., sur le Covid. Et donc très rapidement, on a pu voir quand même que ça venait de manière très violente chez nous. Donc le 2 mars, pour la première fois au sein de notre établissement de manière officielle, ça figurait à l'ordre du jour lors de notre réunion des chefs de service. Et donc nous avons commencé à parler du Covid. Et c'était le 2 mars qu'on a créé une cellule de crise composée donc du directeur, médecin coordinateur, la cadre de santé, la psychologue, la gouvernante, la qualiticienne, le chef de cuisine et l'animatrice. Ce que je voulais surtout, c'est que pendant une période épidémique d'une maladie qu'on ne connaît pas, je ne voulais pas juste être le seul décideur. Et donc ce que je voulais, c'est vraiment que ce soit des décisions pluridisciplinaires qui soient prises et mettre le maximum de cerveau possible pour essayer de s'en sortir au mieux. Donc plus en détail, donc qu'est-ce qu'il y a eu comme impact chez nous au sein de notre établissement. Moi tout de suite, donc fin de la semaine, donc le 5 mars, nous avons pris des décisions très radicales, hyper strictes, parce que ce qu'on voulait, c'était vraiment gérer par la prévention, plutôt d'essayer de pousser le plus loin possible et plutôt guérir que. Et donc de ce fait, à partir du 5 mars, nous avons fermé les pas totalement. Nous avons confiné les résidents en chambre. Tout de suite, donc les repas étaient pris en chambre, on a fait tout ça de manière hyper stricte dès le 5 mars. Sur le plan des admissions, donc pas d'admission des personnes symptomatiques ou asymptomatiques testées positives. On demandait les tests PCR négatifs des futurs admis 48 heures ou 72 heures avant l'admission. Et je répète, c'est effectivement par rapport à ce qu'a dit mes collègues, donc au tout début, pas de test PCR pour les EHPAD, donc c'était réservé que au service hospitalier. On ne prenait plus les personnes, même qui avaient des symptômes ou qui avaient des doutes, donc c'était vraiment hyper compliqué. Avant l'admission, donc on demandait, parce que nous, nous avons eu la chance de pouvoir continuer à admettre des personnes du fait qu'on n'a pas été touché, donc on avait encore le droit de pouvoir admettre des nouveaux résidents. Donc il n'y avait pas le droit d'avoir des accompagnateurs donc au niveau des admissions, pas de visite de chambre, donc voilà. Déjà à la base, l'admission d'un résident, et c'est quelque chose qui est quand même très angoissant. Vous rajoutez à ça vraiment donc un ensemble à l'extérieur où tout le monde est angoissé par le Covid, impossibilité de visiter les chambres comme on avait l'habitude de faire.
Pas de possibilité de venir voilà, poser ses affaires, accrocher ses tableaux comme ils le veulent. Voilà, vraiment prendre le temps de faire une admission correcte. Là, c'était quand même encore un peu plus violent du fait que pas de visite de chambre, pas d'accompagnateur vraiment jusqu'à dans la chambre. Tout ce qui est affaires personnelles devrait être déposé dans une zone de décontamination. Donc, on a créé une zone de décontamination. Donc, toutes les affaires qui rentraient dans les EHPAD, que ce soit des denrées, des affaires pour les résidents, les courriers, les journaux, etc., etc. Donc, tout passait par cette zone de décontamination de 3 jours. Donc, au début, on était à 2 jours. Puis après, vous savez, la maladie, ou en tout cas les consignes, ont quand même beaucoup évolué. Donc on avait des consignes le jour J, et le lendemain on avait un peu l'inverse. Donc voilà. Donc nous avons pris le principe de précaution. Donc tout passait par la zone de décontamination. Les résidents admis devraient être confinés 14 jours, et même pendant une période, ils devraient être confinés 21 jours. Donc je rappelle juste parce qu'aujourd'hui, on a tendance un petit peu à oublier ce qui s'était réellement passé. On parlait à l'époque, aujourd'hui on parle d'un confinement de 7 jours, mais à une époque, on disait que les personnes pourraient être contaminées jusqu'à 28 jours, voire au-delà. Donc pendant cette période-là, nous étions obligés de confiner les nouveaux admis pendant 21 jours. Donc il y a eu un impact psychologique sur les résidents, mais également sur les salariés, donc surcharge de travail, du fait que les nouveaux résidents ou les résidents, ils avaient des angoisses supplémentaires, donc plus de sonnettes, donc plus de travail au niveau des aides-soignantes. Nous avons eu aussi du changement un petit peu la culture de l'établissement qui avait comme réputation d'être très accueillant, donc un petit établissement plutôt familial, etc. Donc là on était quand même assez strict, donc ce qui a eu quand même un impact psychologique et mental sur nos résidents et donc de ce fait forcément sur nos salariés. Très rapidement, donc les sorties temporaires, forcément, elles étaient suspendues, donc sauf exception. Les sorties définitives, c'était nous qui débarrassons la chambre, donc pareil, c'était nos salariés, donc charge émotionnelle supplémentaire parce qu'ils devraient s'occuper des personnes qui sont décédées. Donc c'est nous qui débarrassons les chambres, c'est nous qui faisons l'état des lieux, donc toujours en accord donc avec la famille. Sur le plan salarial, donc l'entretien des locaux, donc forcément, donc là c'était le maintien et renfort du nettoyage plus, donc on est passé à 4 fois par jour de nettoyage plus 2 fois la nuit. Donc on était vraiment à fond, donc limite aseptisé un peu comme à l'hôpital. Le port de masque donc obligatoire pour l'ensemble du personnel déjà dès le 2 mars. Donc je ne vous raconte pas, donc quand on a l'habitude de travailler pas forcément sans masque ou quand on mettait tous ces équipements de protection que occasionnellement s'il y a des épidémies ou très rarement, là c'est tout l'armada qui a débarqué, visière, lunettes, masques, etc. Enfin quand on trouvait bien sûr. Donc des difficultés respiratoires pour les salariés. Voilà, je vais essayer d'être un petit peu bref. Donc aussi des protocoles de règles de fréquentation des vestiaires, donc plus de rassemblement dans les vestiaires. Donc on a un petit peu aussi décalé les horaires pour qu'il n'y ait pas plus d'une personne à la fois dans les vestiaires. Voilà, il y a eu le dispositif de recueil en place donc pour soutien psychologique. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Voilà, les tenues les tuniques obligatoires, y compris pour l'animatrice. En ce qui concerne les résidents, donc les repas donc en chambre, on a commencé le repas dans les couloirs ou voilà donc au bord de la porte de la chambre à partir du 18 juin. Donc vous voyez, on a commencé vraiment hyper tôt et on a déconfiné hyper tard. Vigilance accrue du personnel quant à l'état physique mais également psychique du résident, parce que ce que je voulais surtout éviter, c'est qu'il y ait un syndrome de glissement, que les personnes ne décèdent pas du Covid mais qui ne décèdent pas non plus par glissement, qui se dégradent. Les sorties donc en chambre donc forcément interdites, EHPAD aussi. Donc toute personne présentant des signes évocateurs d'une atteinte à un Covid, forcément on lui essaye de lui faire des tests PCR rapidement, ou tous les retours aussi d'hospitalisation. Donc ça c'est dans une phase un peu vers mai-juin, donc où les tests PCR étaient plus ou moins disponibles. Donc voilà, c'était tout ça pour vous rappeler que notre objectif principal était quand même la prévention et prévention stricte. Pour la partie animation, donc voilà, sur le plan soins, donc je vous expliquais très rapidement, sur le plan animation, il fallait quand même essayer de compenser en fait cet isolement
Et ce que je voulais surtout pas, que les familles pensent que les résidents, ils sont enfermés dans leur chambre, ils font rien, c'est comme si on les enfermait dans un placard et qu'ils sont juste en train de mourir à feu doux et qu'on s'en occupe pas. Donc c'était ce que je voulais pas. Donc on a mis l'accent vraiment beaucoup sur l'animation. Donc l'ensemble des salariés étaient mobilisés dans un seul objectif, c'était épargner ou préserver au mieux nos résidents du Covid-19. Donc comme l'ensemble des salariés, donc l'animatrice a vu aussi son temps de travail, son organisation, sa charge de travail beaucoup évoluer. On lui demandait de faire plus. On lui demandait aussi beaucoup plus de compétences parce que son rôle initial était plus du divertissement. Là, on lui demandait davantage des ateliers thérapeutiques. Donc il y avait eu un binôme qui a été formé entre animatrice et aide-soignante et animatrice et psychologue, ce qui a induit donc forcément à une augmentation de son temps de travail. Voilà, elle n'était plus en tenue civile, mais elle avait une tunique aussi. Donc vous voyez, donc ça a aussi un impact non seulement physique, mais également émotionnel. Donc c'est un chamboulement qui est violent, qui est important et qui est arrivé subitement. Sur le plan, donc pour le personnel administratif, là c'était le changement total. Donc là, on a arrêté toute activité administrative classique. Donc on est devenu du personnel administratif itinérant, parce qu'on ne trouvait plus de masques, on ne trouvait plus de gel hydroalcoolique, on ne trouvait plus rien. Donc on a fait appel à la solidarité citoyenne. Ça m'est arrivé de faire plus de 100 km par jour pour chercher 10 masques sur la journée. Donc voilà, il y avait plus de masques, il n'y avait plus rien. Donc le personnel administratif était mobilisé principalement sur la recherche de matériel de protection. Donc beaucoup d'appels, aller les chercher sur place, etc. Beaucoup d'appels téléphoniques aussi pour les résidents. Donc on a eu quand même le standard qui était surchargé. Et aussi pareil pour les résidents qui n'arrivaient plus à décrocher, c'était l'administratif qui s'occupait d'aller dans la chambre et leur donner le téléphone pour les aider à décrocher. Une communication plus auprès des familles. Donc comme je vous le disais, je ne voulais surtout pas qu'on ait une image, qu'on a enfermé les résidents et puis voilà, comme s'ils étaient en prison. Donc on a travaillé beaucoup sur la communication et je vous invite d'ailleurs à aller voir notre page Facebook qui est beaucoup alimentée, qui l'était aussi pendant la période Covid. Le personnel administratif participait également à l'animation, mais aussi à la distribution des repas. De manière générale, l'impact du Covid était sur l'établissement assez important. Je prends l'exemple par exemple des messes. Donc, au début, les messes étaient réservées qu'à nos résidents, donc le 2 mars. Très rapidement, les messes ont été totalement arrêtées et interdites, sachant qu'on a quand même à peu près 20% de nos résidents sont des personnes religieuses. Donc c'est quelque chose quand même qui est très important. Déjà à la base, la religion c'est quand même quelque chose de très important pour les personnes âgées, mais là encore plus pour les résidents religieux. Voilà, interdiction des visites des mineurs, accentuer l'importance de la remontée d'informations avec la disponibilité donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 de la cellule de crise donc Covid, une vaste campagne de communication, voilà, etc. Comme je suis un petit peu limité dans le temps, donc je vais passer très rapidement à comment avons-nous fait face à cette épidémie. Donc je le répète parce que c'est pas assez, changement radical arrivé très subitement. Donc on l'a pris vraiment en plein fouet. La première chose, on a essayé d'être un petit peu structuré. Donc on a fixé l'objectif. Donc notre objectif, c'était de préserver la santé de nos résidents, mais également de nos salariés, naturellement. Et donc notre stratégie était plutôt de faire de la prévention. Et donc, au fur et à mesure que nous n'avons pas été touchés, donc on renforçait davantage la prévention. La seconde étape, c'était de savoir comment on peut faire. Donc, quels sont les moyens pour y parvenir, sachant qu'on était quand même dans une période d'EHPAD bashing, où les EHPAD avaient quand même une très très mauvaise réputation, avec des reportages à tout va. Voilà. Donc, difficulté de recrutement, difficulté de disponibilité de personnel diplômé, un métier pas très attractif, etc. Donc tout est arrivé en même temps. On s'est basé principalement sur plusieurs axes, sur 2. Donc le premier axe c'était la formation, donc y compris pendant une période de crise où tout le monde est hyper stressé, etc. Nous avons pris le pari de faire un peu de formation. Donc à savoir qu'on le sait tous que la formation permet à nos salariés donc non seulement de se valoriser par leur travail, mais également
pouvoir utiliser avec aisance le matériel qui est à disposition, donc ce qui leur permet d'être un peu plus à l'aise et économiser leur temps de travail aussi, meilleure utilisation de leur corps. Donc ce que je voulais aussi éviter, c'est tout accident de travail ou arrêt maladie, parce que voilà, c'était une période quand même hyper compliquée, donc il fallait quand même qu'on préserve leur santé. Le rappel de nouvelles techniques, hein, donc on fait des formations régulièrement, mais on a tendance quand même au bout de 1 mois, 2 mois, voilà, les mauvaises habitudes reprennent. Donc là, l'objectif, c'était quand même de leur rappeler de nouvelles techniques, la mise à jour des connaissances donc apprises par le passé, les faire évoluer, identifier au mieux les risques et participer à leur maîtrise, enfin, essayer de les maîtriser, proposer davantage de mesures de prévention et proposer des idées d'amélioration technique ou organisationnelle, parce qu'il fallait vraiment tout revoir, hein, donc ça fonctionnait plus comme ça fonctionnait avant, donc il fallait se réinventer. Cette tâche de formation, donc c'était des mini-formations, hein, donc a été confiée à la psychologue et à la qualiticienne, hein, donc c'était pendant par exemple des petits temps de pause ou aux transmissions ou un petit temps où c'était un peu plus calme, on en profitait pour faire des petites formations. Et c'est vrai que ce virus-là qui était totalement inconnu pour nos équipes, la seule solution qu'on a pu avoir, en tout cas pour nous qu'on voyait légitime, c'était de revenir à nos bases, c'est-à-dire les gestes barrières, la bonne utilisation du corps et des techniques, donc vraiment ce qu'on sait faire et la base de nos métiers. Sur le plan matériel, hein, donc il y a la formation, c'est une chose, mais il y a aussi le matériel qui est là pour aider à accomplir certaines tâches. Donc on le sait tous qu'aujourd'hui, le métier du secteur, enfin les métiers dans le secteur médico-social sont des métiers qui sont devenus très très durs physiquement. Et donc un matériel inadapté et non performant peut provoquer des dommages corporels qui peuvent être longs à soigner. Et on n'avait pas besoin de ça pendant une période de crise. Il est vrai qu'on a eu la chance donc, d'avoir déjà fait un partenariat avec la CARSAT sur un programme d'investissement sur 5 ans qui s'est terminé en 2019. Donc nous avions déjà du matériel qui était récent et qui était adapté à notre personnel et à notre charge de travail. Donc il était évident que si on avait du matériel qui était ancien ou pas très fonctionnel, on aurait dû faire face peut-être à des accidents de travail plus importants. Je voulais également vous mettre un petit témoignage qui a été publié dans les DNA, donc sur la période, je crois que c'était vers fin mars, début avril, d'une de nos aides-soignantes. Je vous sors juste les mots-clés hein, donc, de son témoignage, donc, qui parlait des vraies valeurs humaines. Le vivre ensemble, prendre soin des autres, hein, donc le soin de l'autre il est revenu donc, au sein de nos équipes, lien fort hein, donc, entre les équipes, épaulé par la hiérarchie, partage et soutien, l'entraide. Et donc c'est vrai que tout ça, ça fait que le travail, pendant cette période-là en tout cas, le travail d'aide-soignante ou d'infirmière ou tous ceux qui travaillent dans un EHPAD, parce qu'il n'y a pas que des infirmières ou des aides-soignantes, il y a également des ASL, enfin, des agences de services logistiques ou des administratifs, des ouvriers d'entretien, etc. C'est devenu, ça a pris sens en fait à leur métier et c'est devenu plutôt une vocation. Je passe donc à la reprise d'activité. C'est vrai que durant et après la période du confinement, des situations spécifiques de risques psychosociaux se sont posées, hein, donc c'est clair. Comment on a pu faire face ? Il y a plusieurs points. Le premier point, c'était prévoir un temps d'échange avec les salariés. Le temps d'échange était divisé en deux. Un temps d'échange individuel, donc, qui était organisé plutôt donc, avec notre psychologue, qui accompagnait vraiment nos salariés ou qui essayait de détecter un petit peu quelques signaux. Tout ce dispositif-là, bien sûr, en plus du dispositif qui a été mis par l'État, donc de soutien psychologique et le numéro de téléphone pour des soutiens psychologiques. Le deuxième temps d'échange, c'était l'échange donc, collectif, entre autres via une formation post-Covid, avec des objectifs type clarifier les concepts théoriques, apprendre à identifier les stades du stress, comment on peut gérer le stress, quelles sont les conséquences, les causes de stress, surtout quand on fait face à quelque chose qui est totalement inconnu. Et donc l'ensemble de la formation s'articulait autour d'une pédagogie pratique, concrète et imaginative et d'une écoute active. Sur la communication, donc surtout et explication de la mise en place des mesures barrières et de la distanciation physique, donc les professionnels de santé
il ne faut pas oublier qu'il reste quand même des êtres humains qui ont fait face à une situation totalement inédite et ils peuvent être dans l'incompréhension des mesures prises au sein de l'établissement, d'autant plus qu'à un moment donné, nous prenons des mesures qui étaient contradictoires, enfin en tout cas qui n'étaient pas les mêmes qui se déroulaient dans les médias. Hein. Donc dans les médias, à un moment donné, ils disaient les EHPAD sont ouverts, alors que nous avons des consignes de l'Agence régionale de santé et du département, surtout pas. Donc il faut maîtriser les visites. Donc vous voyez, donc ça aussi, le soir, ils entendaient aux infos quelque chose, et puis le lendemain, nous avons des mesures un peu plus strictes ou beaucoup plus strictes. Donc de plus, c'était aussi important que nos salariés gardent aussi leur professionnalisme, y compris dans leur vie privée. Donc il y avait cette exigence aussi qu'on leur demandait de faire attention. Donc c'est pas on fait juste attention au sein de l'EHPAD, mais aussi chez vous, vous pouvez pas forcément sortir, se mélanger avec trop de population, faire attention, etc., etc. Donc ça demandait quand même beaucoup d'efforts à ces personnes-là. Donc au niveau déjà professionnel, mais également sur leur vie personnelle. Donc il était nécessaire de mener des campagnes collectives de communication et même individuelles pour leur expliquer le pourquoi, du comment, etc. Malgré qu'ils le vivent, mais il reste quand même des êtres humains. Autre chose donc qu'on a dû faire face, c'est à la reprise de l'activité, c'est la gestion de l'agressivité. Premier lieu vis-à-vis des résidents, parce que c'est vrai que quand on a commencé un petit peu à ouvrir, ou voilà, comme on a confiné quand même assez longtemps, la période du Covid était compliquée pour nos résidents, le repli sur soi, l'agressivité, donc il fallait quand même mettre en place, ou mettre l'accent plutôt sur l'accompagnement psychologique et la proximité renforcée des cadres de service. Voilà, il fallait les comprendre, ça faisait quand même des mois et des mois, plusieurs mois qu'ils n'avaient pas vu leurs proches, tout le stress ambiant, donc voilà, c'était très compliqué pour eux. Ensuite, la gestion de l'agressivité vis-à-vis des visiteurs, hein, donc on reste tous des êtres humains, la frustration et l'émotion donc pendant et après la période de crise ont pris le dessus sur la raison. Hein. Donc notre équipe devrait être prête à faire face à ce genre de situation totalement inédite. Donc de ce fait, nous avons décidé nous avons décidé que la gestion des visites et des familles relève exclusivement de l'administratif et la psychologue. Donc la psychologue pour l'anticipation et le suivi, et le directeur donc pour la gestion des situations urgentes ou quand on avait des complications, avec forcément des mises en place de réunions et mises au point régulières. Donc je ne voulais pas que les aides-soignantes et les infirmières subissent aussi cette charge supplémentaire qui vont pas forcément pouvoir la gérer. Et je vais finir très rapidement sur aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? Donc on a continué à maintenir le dialogue social, on a continué à agir aussi de faire le maximum et le tout pour que nos salariés se sentent au maximum en sécurité, parce que ça c'est aussi important, et c'est vrai c'est ce qu'on a réussi plus ou moins à faire pendant la période Covid. Cultiver le sentiment de l'appartenance collective, à un collectif, soutenir la solidarité et la cohésion d'équipe, repérer éventuellement les signaux individuels ou collectifs de souffrance au travail, accentuer l'animation des équipes, l'investissement du matériel adéquat et la prévention d'un sentiment d'insécurité au travail, donc générer plus de solidarité. Voilà. Merci de votre attention.